Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Bonjour, bienvenue à tous dans le journal. La date du 6 janvier a été choisie pour attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre. Les enfants ne sont pas responsables et ne doivent pas devenir les victimes de la bêtise de leurs parents. La gestion des eaux usées dans les ménages, les conséquences d'une mauvaise gestion et les sanctions encourues à suivre dans ce journal. La République démocratique du Congo en proie à des pires crues depuis 60 ans. Les populations sont confrontées à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui atteint les 6,5 mètres. On a célébré jeudi la journée mondiale du braille. L'invité de ce samedi, Maurice Badakou, formateur en éducation inclusive et directeur exécutif de l'Association togolaise des personnes aveugles, nous explique ce qu'est le braille. Les autres rendez-vous du journal Magazine, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Si les adultes décident de régler leurs différends par les armes, les enfants ne doivent en aucun cas avoir à en payer le prix. Les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé. Les enfants ont le droit d'être protégés et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes décident de régler leurs conflits par la voie de la violence. Ce samedi 6 janvier marque la journée mondiale des orphelins de guerre. Alou Noyoué. Les enfants sont des personnes humaines fragiles et moins aptes à se protéger en cas de conflit armé. Non seulement ceux-ci risquent-ils d'être blessés, de devenir des personnes handicapées ou de trouver la mort, ils peuvent aussi éprouver de la peur, de la colère, de la tristesse et du stress en raison de la destruction ambiante, des blessures ou de la mort de leur être cher dont leurs parents. Et une fois devenus orphelins, des enfants de tous âges sont appelés à devenir les chefs de leur famille, tout en tentant eux-mêmes de surmonter leur propre traumatisme avec les responsabilités et les défis que cette tâche comporte. Il y a actuellement de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde. Plus de la moitié sont des enfants et parmi eux, les orphelins sont très nombreux. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire. L'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 6 janvier pour attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre. Elle est observée 5 jours après la Journée mondiale de la paix. Soins médicaux pour tous. L'effectivité de l'assurance maladie se concrétise au Togo par la rénovation et la construction de nouveaux hôpitaux ou centres de santé dans plusieurs localités du pays. Ceci en vue de multiplier les offres de soins. La formation du personnel de santé et le recrutement des agents sont également en cours afin de répondre éventuellement aux nombreuses sollicitations des populations. Professeur Moustapha Midiawa, ministre de la Santé. Il y a un certain nombre de renforcements qui sont en cours. Actuellement, il y a des dispensaires qui sont en construction, des dispensaires qui sont en train d'être réhabilités. Vous avez aussi des hôpitaux qu'on est en train d'équiper. Je rappelle tout simplement pour ce qui est des hôpitaux où il y a les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement concernant le CHU Campus et le CHU Caras. De même que il y a quelques mois, le CHUSO, par le système de leasing, est doté d'un scanner qui, depuis 6 mois, marche à merveille. Donc, c'est tout le système qui est en train d'être mis en place pour que l'offre de soins soit au rendez-vous parce que l'effectivité de l'assurance maladie universelle est étroitement liée à la qualité de l'offre de soins. Sans oublier un élément qui est très important, c'est celui des ressources humaines. En amont, c'est la formation. Actuellement, nous avons à peu près 1200 agents qui sortent de nos facultés et écoles de sciences médicales et paramédicales. Ça, c'est côté formation. Et vous avez dans chacune de nos régions une école paramédicale. Maintenant, en aval, vous avez le recrutement. Et il faut rappeler que le secteur de la santé est, avec celui de l'éducation, les deux secteurs qui bénéficient le plus souvent de concours de recrutement d'agents de santé. En moyenne, un concours tous les 2 ans.
Et chaque concours permet le recrutement d'un peu plus d'1 millier d'agents. Donc c'est la dynamique dans laquelle nous sommes. La qualité de soins, c'est également dans les soins ophtalmologiques. Nous perdons l'usage de nos yeux faute d'entretien. Ils s'abîment à cause du taux élevé du sucre dans le sang, de la pression artérielle élevée, des vers parasites du glaucome et de la cataracte. Comment entretenir les yeux? Ila Ama Biova, optométriste opticien au Programme national de la santé oculaire. Il est au micro de Odette Spira. Entretenir les yeux, c'est d'abord éviter tout ce qui peut être un danger pour les yeux. Nous pouvons citer par exemple le traumatisme avec les objets durs ou bien les objets contondants. Donc, dès qu'on fait un travail ou bien une activité qui peut projeter des solides ou bien des objets vers les yeux, il est important de porter les mesures ou bien les protections nécessaires pour éviter des traumatismes avec des objets solides ou bien des objets pointus, des objets qui peuvent endommager la structure de l'œil. Nous avons aussi des liquides qui peuvent endommager l'œil. Nous avons les acides, nous avons les bases. Les acides, tout ce qui est très acide, la soude. Par exemple, quand on fait le ménage, la soude qu'on utilise, la soude caustique, peut causer de graves dommages à l'œil. Éviter de s'exposer aussi à de trop fortes illuminations, peut-être à la plage, dans les lieux ouverts. Observer directement le soleil avec les yeux peut causer de graves dommages. Nous pouvons aussi, par exemple, chaque jour et chaque matin, faire du sport avec les yeux. Les individus présentant par exemple une drépanocytose type SC doivent se faire surveiller par un médecin car ils sont susceptibles de faire de graves hémorragies. Pour les handicapés visuels, il faut carrément une autre catégorie de soins. La santé, c'est aussi l'entretien de notre cadre de vie. On les retrouve un peu partout dans les rues ou dans les caniveaux, surtout au lendemain des fêtes. Les restes des aliments et les eaux usées sont jetés dans ces lieux, polluant l'environnement. Comment gérer les eaux usées? Quels sont les risques auxquels nous nous exposons avec ce comportement malsain? Élément de réponse avec Geneviève Bognon. Nous sommes au quartier à Blogamé, à Lomé. Tout le matin, nous avons rencontré Dame Ameton, la quarantaine, pagne nouée à la poitrine, fait sa lessive. Elle nous confie la gestion de ses eaux usées domestiques. Chez moi, à la maison, j'ai fait un caniveau avec un lavoir où tous les eaux de la maison sont jetées dedans et ça va dedans, ce n'est pas dans la rue. Ils font du mal aux autres parce que ce que lui ne veut pas chez lui, il jette dans la rue. Et vous ramassez avec vos pieds, vous rentrez chez vous à la maison. Non loin de là, Darapi gère autrement ses eaux de la Vercelle. Quand il s'agit des eaux de cuisine, souvent quand il y a des déchets de pâtes, je tamise ça avec le passoire et maintenant j'emballe ça dans les sachets plastiques. L'eau même qui reste, je jette ça maintenant dans le lavabo et ça se draine, ça va dans le caniveau. Au quartier Kodomé, Kayi, revendeuse d'Aïmolou et Sourou, tenancier de restaurant, évacuent les eaux usées dans les caniveaux. Nous jetons ça dans le caniveau, devant la poste là-bas. Si ça ne sent pas, on ferme ça. Le trou est fermé. Il a mis une tour là-bas. On verse l'eau dans les caniveaux. Il n'y a pas de place pour verser l'eau. C'est pourquoi on verse ça dans les caniveaux. Le quartier aussi, c'est trop sale. Réservés pour drainer des eaux pluviales, les caniveaux sont devenus plutôt des endroits où sont jetées des eaux usées domestiques. Dans l'été, Kankoué Antoine, technicien supérieur de génie sanitaire à la direction de l'hygiène et assainissement de Bâle. Les eaux usées domestiques doivent être gérées dans les domiciles. Et ça relève de la gestion des propriétaires des maisons. Et cette gestion demande des ouvrages. C'est les puisards. Habituellement, c'est les puisards qui nous permettent de gérer les eaux usées domestiques. Si vous lavez vos chemises, vos vêtements, si vous faites des cuisines, toutes ces eaux-là doivent être jetées dans les puisards. Et c'est ce qui est requis. C'est une erreur. On ne doit pas jeter les eaux usées domestiques dans les rues, ni dans les caniveaux. Ce n'est pas du tout honorable de voir des restes alimentaires
dans les caniveaux, aux abords des rues, dans les rigoles, ce n'est pas la bonne manière. La mauvaise gestion des eaux usées domestiques peut non seulement polluer l'environnement avec des odeurs nauséabondes, mais aussi causer des maladies. Retrouvons à Danlité Kankoui Antoine. C'est un danger, c'est que ça dégage des odeurs nauséabondes. Ça indispose les passants. Et alors, ces restes alimentaires, évidemment, doivent comporter des microbes. Et quand on déverse les microbes comme ça dans la rue, c'est gênant. Et ce qui est grave, prenez les eaux de douche que des gens vidangent dans les rues sont supposés porter beaucoup de microbes, de bactéries. Ça peut s'agir de bactéries de choléra, de fièvre typhoïde, ainsi de suite. Parce que quand vous lavez, vous crachez, vous faites quoi dedans? Et pas mal de gens parfois aussi chient. Et ça reste dans les eaux de douche. Et donc ces eaux de douche qui sont par exemple dans les puisards, on ne doit pas les vidanger dans les rues. De tout ce qui précède, la gestion des eaux usées associée à l'assainissement et à l'hygiène est essentielle pour assurer la bonne santé des populations. Toutefois, cette gestion est punie par la loi si elle est mal faite. Et justement, Geneviève, avec Danlité Kankoui Antoine, nous revenons sur les sanctions encourues avec cette mauvaise gestion des eaux. Danlité Kankoui Antoine est technicien supérieur de génie sanitaire à la direction de l'hygiène et assainissement de base. Il y a des tests coloniaux qui existent depuis 1946. Le service d'hygiène, c'est un des premiers services de l'époque coloniale. Et on voulait plutôt que des gens se portent mieux en matière de santé environnementale. Et donc, il y a de ces tests-là qui punissaient. Maintenant, on a désagrégé ces tests et chaque commune s'est appropriée de ces tests. Donc, chaque commune a des arrêtés municipaux dans lesquels il y a des sanctions. Sur le plan national, c'est des sanctions qui vont de 5 000 à 100, 200 000, 300 000. Et ça dépend de la gravité de l'infraction. Donc, si une communauté chaque fois se met à verser jusqu'à ce que ça devienne même une mare d'eau usée devant les maisons dans les rues, mais tout ça là, c'est punissable. Donc chaque communauté ou bien chaque commune doit sensibiliser les populations pour qu'on sache que ces comportements sont punissables par la loi. Et justement, la HAC, conformément à la disposition en vigueur, se dote d'un dispositif technique dynamique de blocage de sites Internet par rapport à des programmes audiovisuels diffusés sans autorisation des titulaires ou des ayants droit. La HAC décide donc, article 1er, les sociétés d'édition ou de diffusion de programmes audiovisuels titulaires d'une autorisation de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication ainsi que tout titulaire de droit sur une production audiovisuelle peuvent solliciter de la plateforme de l'opérateur Nagra et des fournisseurs d'accès Internet au Togo le blocage des sites Internet et applications qui diffusent des contenus audiovisuels sans autorisation des titulaires de droit ou de leurs ayants droit sur les dits contenus et ce sur l'ensemble du territoire togolais. Les demandes de blocage seront organisées par la HAC en lien avec les titulaires des droits via la plateforme de l'opérateur Nagra en relation avec les fournisseurs d'accès Internet. Article 2. L'opérateur Nagra, les fournisseurs d'accès Internet ou tout autre opérateur impliqué dans la chaîne de diffusion des programmes en cause sont tenus d'exécuter la demande de suspension dès que décidée par la HAC. Article 3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, un rapport détaillé sur les opérations de blocage des sites sera dressé par l'opérateur Nagra, puis envoyé à la HAC et à l'ARCEP pour suite à donner. Article 4. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et elle pourra être modifiée à tout moment par la HAC. Elle est publiée au journal officiel de la République togolaise. Togocom continue de mettre la joie dans le cœur de ses abonnés à travers le jeu Tu gagnes ou tu gagnes. Togocom fait 10 heureux gagnants chaque semaine. Hier a eu lieu la 4e cérémonie de remise de prix aux heureux gagnants des smartphones, des téléphones, des motos et d'autres gadgets avec comme super golo un ordinateur MacBook. Quelques heureux gagnants ayant reçu leur prix expriment leur joie. J'ai gagné smartphone Galaxy A54, mais j'envisage de gagner une moto. Donc je vais continuer les opérations sur T-Money. Je suis très contente. Merci beaucoup Togocom. C'est la joie pour moi. Ce soir, je viens de gagner un téléphone Galaxy. Vraiment, le mot que je dois donner à Togocom, c'est un grand merci. Qu'il continue ainsi dans la sincérité. Pour participer au jeu T-Money Tu gagnes ou tu gagnes, Augustine Télé-Messan, chargée de communication Togocom, explique comment s'y prendre.
Pour participer au jeu T-Money, tu gagnes ou tu gagnes, c'est tout simple. Il faut souscrire au forfait data, mixte ou voix à partir de 300 francs via T-Money. Et systématiquement, on a un bonus de 20%. Aussi, on est éligible au tirage de 5000 francs de crédit. Donc chaque jour, tous ceux qui vont souscrire au forfait à partir de 300 auront 20% de bonus, mais aussi pourront gagner 5000 francs de crédit. Donc il y a 10 gagnants chaque jour pour les crédits de 5000 francs. Il faut aussi effectuer des transactions via T-Money, notamment les retraits, les transferts d'argent et aussi les paiements de factures TDE, CT, Cash Power ou Lafia et New World TV, Canal+, tout ça via T-Money à partir de 2000 francs. Le jeu se poursuit et prendra fin jusqu'au 4 février prochain. L'actualité internationale à présent, la Cour constitutionnelle sénégalaise a rejeté hier le dossier de candidature d'Ousmane Sonko. Le président de la Cour constitutionnelle a estimé qu'une pièce capitale manque au dossier de candidature de l'opposant. Il s'agirait de l'attestation de paiement de la caution signée par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Ce précieux sésame lui avait été refusé. La défense insiste sur le fait que le dossier de son client est complet. Les avocats de Ousmane Sonko affirme qu'il a d'ailleurs payé la caution d'environ 45 000 €. Le leader de l'opposition, toujours selon sa défense, a également réussi à obtenir les parrainages requis pour sa candidature. Au Tchad, après avoir promis de remettre les enfants à l'école et d'obtenir les moyens supplémentaires pour l'éducation, le Premier ministre Succès Masra et son ministre Ndolembe Sadé Njesada ont rencontré hier les représentants des enseignants. Leur objectif, obtenir rapidement la reprise des cours alors que le secteur éducatif est à l'arrêt pour cause d'une grève depuis début novembre 2023. Annoncé dès son entrée en fonction, ses rencontres avec le bureau exécutif du syndicat des enseignants du Tchad, puis avec le comité de crise, étaient primordiales pour le nouveau chef du gouvernement. La République démocratique du Congo connaît actuellement ses pires crues depuis 60 ans. Après Kinshasa, la province de Mangala et de l'Ituri, c'est maintenant Mbandaka et ses zones périphériques qui sont confrontées à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui atteint 6,5 mètres. En 1961, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Si les précipitations sont plus courtes, elles deviennent néanmoins plus intenses. Le réchauffement climatique a rendu les sols plus durs et imperméables, ce qui empêche l'absorption de l'eau par la terre et accentue le ruissellement. À cela s'ajoutent les effets négatifs de la déforestation qui favorisent les inondations et freinent également l'infiltration de l'eau dans le sol. Rubrique invitée, jeudi 4 janvier a été célébrée la journée mondiale du braille. Une occasion de souligner le handicap dont souffrent les personnes aveugles et les malvoyantes, mais aussi de rappeler l'existence du braille. Un alphabet tactile. Hélène Assabi a reçu pour nous Dr Maurice Badako, formateur national en éducation inclusive, directeur exécutif de l'association togolaise des personnes aveugles. Il parle du braille, son importance et surtout des difficultés des personnes aveugles au Togo à acquérir le matériel braille. Voici leur entretien. Maurice Badako, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que le braille ? En général, le mot braille est synonyme d'aveugle. Le principe du braille est d'utiliser le sens du toucher pour l'écriture et la lecture au moyen de points en relief. L'écriture braille fut inventée en 1829 par Louis Braille. Le braille peut être produit de différentes façons. On peut utiliser une machine à écrire spéciale dont les 6 touches correspondent aux 6 points de la cellule braille ou encore un ordinateur qui traduit, transcrit et reproduit le braille. Comme matériel, nous avons l'ordinateur avec le logiciel braille. Il y en a plusieurs. Celui que nous utilisons le plus est le DBT d'Esbury. Nous avons aussi l'imprimante braille. Toujours pour l'écriture du braille, on peut utiliser la machine à écrire le braille qui est soit électronique ou
mécanique. Et la machine que nous utilisons, que vous allez trouver dans nos centres spécialisés le plus, c'est la machine Perkins. À part ces machines électroniques et mécaniques, nous avons aussi la tablette en plastique ou la tablette mécanique ou la tablette métallique pour écrire le braille sur du papier braille et d'un seul côté de la feuille. Les lignes paires du cadre de la tablette sont numérotées en braille et des fentes sont prévues aussi pour le passage du ruban adhésif. Tablette que je tiens en main ici, ça, le ruban adhésif de 9 à 12 mm que vous pourrez passer dessus. Les dimensions de la tablette, c'est 22 cm de largeur sur 31 cm de longueur. Et avec cette tablette, nous avons au total 27 lignes sur la tablette et sur une ligne, on peut écrire 30 caractères. Il y a aussi la tablette à réglette, permet l'écriture en interpoint et qui est aussi munie d'une réglette de 2 lignes que l'on peut déplacer au fur et à mesure de l'écriture. Les 2 accessoires de la tablette, nous avons le poinçon. Et le poinçon permet l'embossage d'un point braille sur du papier ou sur un support plastifié. Comment l'utilise-t-on? Par une simple pression de l'utilisateur sur la manche. S'il appuie sur la manche, ça embosse un point, c'est-à-dire ça met un point en relief. À part le poinçon, nous avons aussi le poinçon correcteur. Il est en bois et a 2 extrémités. Une fine qui permet d'effacer un point embossé, c'est-à-dire un point en relief, et une extrémité plate qui permet d'effacer plusieurs caractères. Ce matériel est-il disponible, facile à acquérir? Aucun de ce matériel n'est produit localement et les boutiques de vente sont rares dans la sous-région, c'est-à-dire je veux parler de la sous-région ouest-africaine. Au Togo ici, nous pouvons en trouver au siège de la CNTEPT, au siège de la coalition à Lomé et au centre des aveugles de Balimé. Et aussi, la boutique proche de nous, on peut en trouver au Bénin et puis au Ghana. Mais le matériel est tellement onéreux, surtout pour la bourse de nos parents. Je vais vous donner quelques exemples. La tablette dont je viens de décrire, ça coûte aujourd'hui 24 000 francs, une tablette. Et le poinçon, qui est l'écritoire de l'enfant, coûte un seul poinçon 5 500 francs. C'est tellement onéreux, alors que si le poinçon tombe, l'enfant ne peut plus reprendre ça. Le papier braille, qui est le papier 180 mg, nous payons ça, lorsqu'on met ça en rame de 500, nous payons ça à 15 000 francs. Vous voyez? Et pour constituer la fourniture de l'enfant, il faut au moins 2 tablettes, 2 poinçons pour l'enfant. Et là, bon, nous ne sommes pas encore dans ça. Pour écrire, il peut aller vite, un peu plus vite. Et il faut aussi des anneaux reliures. Et le cubarythme et des cubes. Ça, c'est l'ardoise de l'enfant handicapé visuel. Ça aussi, nous ne l'avons pas décrit de long en large. Le cubarythme, c'est comme la tablette. Ça coûte 28 000 francs. Et la boîte de cubes est à 52 000. Vous voyez, le parent, pour payer la fourniture de son enfant non-voyant, à la rentrée, doit vraiment investir. Vous voyez, la machine Perkins, qui sert aussi à écrire, qui existe dans nos centres, est à 1 150 000 francs. Et l'imprimante Braille est à 4 500 000 francs. Le logiciel que nous achetons pour installer sur l'ordinateur pour pouvoir produire des documents en Braille, le logiciel DBT coûte déjà 250 000 francs et on ne peut l'installer que sur un ordinateur. C'est là où interviennent nos donateurs, les ONG partenaires de l'éducation comme UNICEF, CBM, Humanité et Inclusion, Plan International,
et la mission Aboué des États-Unis, l'OCDI de l'Église catholique, les organisations musulmanes, les confessions religieuses, c'est eux qui nous viennent en secours pour pouvoir doter les enfants handicapés visuels de matériel. Ils viennent soutenir l'État qui aussi fait son côté, nous subventionne un peu pour pouvoir joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il est plus question de l'inclusion dans l'éducation. Même si l'enfant est à l'inclusion, il doit de temps en temps passer dans le centre spécialisé pour d'autres programmes, pour suivre d'autres programmes de formation comme les activités de la vie journalière, l'orientation mobilité. Donc, il a aussi besoin d'une canne, vous voyez, et la canne, déjà, c'est à 12 000 francs, la canne. Et ce prix que je donne, ceux qui vont m'écouter vont crier sur moi, parce que les cannes ne sont plus à ce prix ce jour. Comme vous le voyez, madame, que c'est compliqué pour nos centres spécialisés qui sont appelés à devenir des centres ressources ou bien qui aujourd'hui nous voulons mettre en place pour pouvoir aller vers une société plus inclusive. Maurice Badakou, formateur national en éducation inclusive, directeur exécutif de l'Association togolaise des personnes aveugles, merci à vous. Je vous remercie, madame. Merci également à vous, Hélène Assabi. La Journée mondiale du braille a été célébrée la première fois le 4 janvier 2001 pour célébrer la naissance de Louis Braille, inventeur du système d'écriture pour personnes aveugles et qui porte d'ailleurs son nom. Braille n'est pas né aveugle, mais il est devenu très jeune suite à un accident. Il améliore juste un système d'écriture déjà mis en place par Charles Barbier appelé sanographie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l'orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques. Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique, construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation et même les caractères musicaux. Hélène Assabi, on reste avec vous dans Écho du Palais. Le sieur Kampatib est condamné à 7 ans de prison de réclusion criminelle par la cour d'assises de Kara. Il est accusé d'inceste, de détention et d'usage de cannabis. Le 16 janvier 2020, le nommé Kampatib finit de purger sa peine à la prison civile de Lomé. Maintenant libre, il décide de rentrer à Dapan, sa ville natale, avec ses 2 filles, Larba et Fidèle. Une fois à Dapan, il s'est lancé dans une activité peu recommandable, celle de la consommation et la vente de cannabis. Sa maison est finalement devenue un carrefour où tous les fumeurs de cannabis se retrouvent. C'est dans cette atmosphère que sa fille Larba, courant mois de janvier 2020, est allée porter un fait assez troublant à la connaissance de la police. Elle a porté plainte contre son père pour des faits d'inceste commis sur sa personne. Munis de cette information et dans le souci de vérifier ces faits, les agents de police ont fait une descente au domicile de Kampatib. C'est avec stupéfaction que les agents de la police ont découvert du cannabis conditionné en cornet prêt à la vente et à la consommation. Il a été conduit au commissariat de police puis déféré au parquet avec une procédure contre lui pour inceste, détention, cession et usage de cannabis. Amené devant la cour d'assises pour y être jugé, Kampatib a été reconnu coupable et condamné à 7 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi pour une autre affaire, les sports du football. On va parler de la rencontre amicale entre le Togo et l'Algérie jouée dans le cadre du stage préparatoire de l'Algérie pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les éperviers locaux ont été battus par 3-0. Nous passons maintenant à la revue de presse. Pour les quelques journaux parus après les fêtes de fin d'année, 2 titres retiennent l'attention. L'élection des nouveaux membres de la HAC et les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie du marché d'Assieye à Agoué. La revue de presse est avec Léontine Atogima. Les premiers résultats de l'enquête sur l'incendie du marché d'Agoué-Assieye
communiqué par le procureur de la République. Les résultats dégagent la thèse d'un incendie électrique que révèle l'éveil de la nation. Dans ces colonnes relatant les propos du procureur de la République, le journal poursuit en indiquant qu'un compteur électrique de fortune, communément appelé additionneuse, fixé dans un conteneur à marchandises, a été suspecté d'être le générateur d'un court-circuit électrique. Dans nouveau renchéri, en ajoutant que les constatations et les premières auditions faites ont permis d'identifier le bloc épice au centre du marché comme point de départ du feu. Le Mania Libéré rajoute une précision relevée par le procureur de la République, hormis le bloc administratif et le poste de police. Les installations électriques sur le site du marché n'ont pas été faites par l'administration. Chaque usager a procédé à sa propre installation électrique, une pratique qui a entraîné une installation anarchique des câbles électriques. À qui la faute? L'enquête se poursuit pour des résultats définitifs. Les résultats de l'élection des nouveaux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont par contre connus. Nombreuses sont les parutions qui ont parlé de ces élections à l'Assemblée nationale. L'hebdomadaire Temps Nouveau Titre, des professionnels pour redynamiser la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'apparition met l'accent sur les 6 nouvelles figures, acteurs de la presse privée élus par l'Assemblée nationale. Après avoir donné leur nom, le journal a passé en revue leur mission en insistant sur la préservation de la liberté avant d'ajouter que les élus connaissent les défis dans ce domaine. Pour l'éveil de la nation, les députés sont passés au vote de 6 membres de la HAC. Cette parution a d'abord présenté le contexte juridique avant de rappeler, elle aussi, la mission des désormais fonctionnaires de la HAC et chuter par les attributions des 9 personnalités qui doivent composer l'instance de régulation. Togo Réveil, quant à lui, précise que cette élection s'inscrit dans le cadre des attributions de la représentation nationale et elle vise à insuffler une nouvelle dynamique aux régulateurs. L'apparition met également en valeur les compétences de nouveaux élus. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine Pluriel de ce samedi 6 janvier 2024 s'achève. À vous qui l'avez suivi, merci. À toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa diffusion, merci également à elle. Le rappel des titres. La date du 6 janvier a été choisie pour attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre. Les enfants ne sont pas responsables et ne doivent pas devenir les victimes de la bêtise de leurs parents. La gestion des eaux usées dans les ménages, les conséquences d'une mauvaise gestion et les sanctions encourues. Vous avez suivi tous ces sujets dans le journal qui s'achève. En République démocratique du Congo, les gens sont délogés par la crue. Les pires crues depuis 60 ans, les populations sont confrontées à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui atteint les 6,5 mètres. Dans la rubrique invité, Dr Maurice Badako, formateur en éducation inclusive et directeur exécutif de l'Association togolaise des personnes aveugles, nous a parlé du braille, son importance et surtout les difficultés des personnes en situation de handicap visuel à acquérir ce matériel. Vous avez également suivi les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire de Léontine Atogima. Bon après-midi chez vous.